Et s'il n'existait pas, dis-moi comment je sourirais. Pardon. Petit intermède musical pour vous dire que ça y est, c'est l'heure sur Europe 1 de retrouver Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Isabelle Motro. Bonjour. Ouais. Titoff. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Fabrice Eboué. Philippe Alfonsi. Et Pierre Bénichou. Ah, Philippe Alfonsi, vous n'êtes pas le seul intellectuel, comme d'habitude. Je suis ravi de retrouver mon petit Tu parles pas de moi, là. Il y a aussi Titoff, Pierre Fabrice et moi. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu plus d'intellectuels que de comiques. Hein, là, Ah bon, c'est qui plus d'intellectuels que de comiques? on a Isabelle, quand même, Pierre. Merci et puis, Fabrice. Mais vous n'êtes pas si comique que ça. Et deuxièmement, on est à égalité, non? J'ai 15 ans, je vis dans la province de Québec au Canada. Je vous trouve vraiment très drôle, par exemple, dit Alexandre. Et plusieurs de mes amis adorent votre émission car je m'occupe personnellement de vous faire connaître chez les jeunes. Je vous écoute depuis de nombreuses années et je passe d'agréables moments avec vous. J'aime surtout Isabelle Mergo Ça c'est vache. J'en étais sûre. et Pierre Bénichou. Pierre, pourrait-il me donner le titre de cette chanson? Parce qu'on consulte un peu. Pierre est un peu le Wikipédia de la chanson. Hein, il faut dire les choses. Non, c'est vrai, Pierre. Et donc là, Roselyne, c'est son prénom. Peut-être c'est la ministre de la Santé, allez savoir. Roselyne vous demande, pourriez-vous me donner le titre de cette chanson qui commence par le soleil se bagnaude, il y a des valses qui rôdent. Le soleil Ce bagnaude, il y a des valses qui rôdent sur un air d'amoureux. Il y a mon cœur qui musarde, je te paierai une cocarde en passant par Neuneu. Ma gosse, ma petite reine. Je connais, Christophe Maé. Ma gosse, ma petite reine, je crois que ça s'appelle. Ah oui? Printemps qui s'amène, je t'amène en carrosse jusqu'à Robinson. Ou alors sinon c'est la Vas-y, pub fais-toi Ricoré. belle, mets tes ribambelles, de fines dentelles en point d'Alençon. Fait chier cette Roselyne, hein. Ma Bon, gosse, ma petite reine. Quelle équipe? J'aurais tant aimé avoir la même équipe que vous au bureau. Heureusement, la retraite est arrivée et ça me permet de vous écouter tous les jours. Malheureusement, la mienne n'est pas arrivée, Chantal. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que grâce à vous, je suis en voie de... Ah, ça c'est un joli mail. En voie de rémission. Après 4 semaines à Saint-Louis, ne manquant jamais ces 2 heures de bonheur, quitte à virer le chef d'immunogénétique de ma chambre. Vous m'avez tenu à bout de bras pour tout ça. Merci. Oh, ça c'est Ouais, émouvant. c'est nous qui lui très disons bien. merci parce que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à des comiques comme eux là. hein. Anne habite Couvin en Belgique. Patrick habite Mâcon et ils sont au téléphone. Bonjour Anne. Bonjour Laurent Ruquier, je suis ravie de vous entendre. Oh, Ah mais vous êtes belge vous? Oui, je suis tout à fait belge. 100% belge. Et en Belgique, on dit bonjour qu'au patron, le reste c'est de la merde, quoi. Ah non, je vous dis bonjour à tous, Ah, bien bah, sûr. quand même. Vous ne m'en laissez pas le temps. c'est où Couvin? Couvin se trouve sur la frontière française entre Charleville-Mézières et Charleroi. C'est au sud de la Belgique, en fait. C'est une ravissante petite ville traversée par une rivière. Et si vous passez, vous Oui, on n'a verrez- pas besoin de la description totale non plus, Anne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Déjà, je suis âgée, j'ai 72 ans, 72 pour vous. Oui, oui, je suis une Ça fait vieille 144 déjà. Oui, ça fait pas mal en tout cas. Et j'étais directrice d'un pensionnat de jeunes filles. Directrice d'un pensionnat de jeunes Vous filles. avez gardé Ça, des c'est photos, bien. des trucs? Non, j'ai pas gardé Dommage. grand-chose, sinon un bon souvenir de mes élèves. Et je profite de l'antenne pour leur dire que je me souviens d'elles et que je les ai beaucoup aimées, qu'elles me l'ont bien rendu. Oh, Ah oui, Patrick. ça a très bien marché. C'est fini là maintenant, Anne. Patrick, vous faites quoi à Mâcon? Et bonjour Laurent, bonjour à toute Bonjour. l'équipe. Eh bien, à Macao, je fais une chose pas très avouable. Je fais du trading financier. Oh là. Mais c'est Ah oui, où c'est ça, honteux, Mâcon? Macao. Macao. C'est en face de Hong Kong. Qu'est-ce que vous faites à Macao? Je fais du trading financier. Du trading financier. Voilà. En ce moment, ça doit être dur. Ben non. Pourquoi non? J'adore. Pas à Macao. Non, nulle part d'ailleurs. Mais c'est un paradis fiscal, Macao. Justement. Non, non, c'est pas sur la liste grise ni sur la liste noire. Anne, Patrick, Sûr avec lui. ça va être dur, hein. Un petit message à faire passer? Ah, volontiers. Je fais un grand baiser à mes 2 petites filles, Clara et Constance.
Et je passe. Vous n'aviez pas assez comme ça dans votre pensionnat, il en faut en plus 2 maintenant. Oui, j'en ai fabriqué moi-même. Ça est bien, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne réponse, tu l'as prise en plein. Faut savoir les faire moi-même. Hein. Mais ça, personne ne parle comme ça en Belgique. Non. Heureusement pour vous. Personne. Oui, c'est vrai. Patrick, un petit message? Ben oui, je vais dire bonjour à mes filles qui sont en France et puis leur dire que j'amène les valises bientôt. Ça s'appelle un message que je connais, ça. C'est formidable. À quel point vous avez perdu votre accent belge, vous, hein? Patrick, Anne, voici la question. Je vais vous parler d'un footballeur qui s'appelle Sergio Garça, qui est le buteur de l'équipe du Betis Séville. Mais il a fait quelque chose d'assez étonnant qui a fait rire toute la presse espagnole, alors que son club, il faut le dire, se bat pour ne pas descendre dans la division inférieure. Que lui est-il arrivé à ce joueur Sergio Garcia? Après qu'il ait marqué un but? Après qu'il ait marqué un but. Sur le terrain. Sur le terrain? Sur le terrain. Un geste? Un geste... Il a voulu faire la roue, il s'est pété la gueule ou un truc comme ça. C'est-à-dire? Il a fait une roue, il s'est blessé, il s'est cassé un truc. C'est blessé au genou. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Joujou Michalak. Vous avez proposé qu'il s'était enlevé le maillot. Mais ça aurait été trop facile à Anna. et il s'est blessé le genou. C'est vrai, c'est une bonne réponse aussi de la part de Patrick, mais le genou est arrivé après Joujou. Bouchou, Caillou, Hibou. mais je suis obligé de reconnaître que Joujou a été le plus rapide, car en effet, il a marqué un but. Il était tellement content de marquer un but que ça, c'est quand même assez rigolo. Il s'est lancé dans une glissade à genoux pour célébrer son but vers les supporters, et là, il s'est niqué le genou, entorse totale. C'est une des blessures les plus cons qu'on ait vues sur un terrain de football. C'est pas la première fois, hein. C'est vrai? Oui, c'est déjà arrivé. C'était Giroud qui interdisait à ses joueurs de célébrer les buts comme ça. Mais il a raison. Parce qu'il y a rien de plus con que de marquer un but et de faire un saut périlleux et de se péter la jambe, quoi. C'est vraiment avec... Eh ben, c'est ce qui est arrivé à Sergio Garcia. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Désolé, Patrick. Ben oui, mais j'ajoute qu'il sera absent du jeu pendant 4 semaines. Ah bah, Il lâche rien, Patrick. Ouais. Il se dit qu'avec un petit complément, il va récupérer un bouquin. Quelque chose. il est sur Google, là. Il est à fond. Il est out pour 1 mois au moins, et même vous pouvez ajouter qu'il a une entorse au genou, pour être très précis. C'est ça? Et c'est le genou gauche. Et c'est le genou gauche. Et contre quelle équipe, quelle équipe il a marqué? C'est son but marqué à la 10e minute. Contre qui? Contre qui? Contre lesquels il fait. Ah ben c'est pas marqué. Séville sans doute, non? Non, lui il joue au Betis Séville, et c'est contre Numancia. Voilà. Ah bah là je l'ai pas. Ça, ah bah non, bah c'est perdu. C'était la réponse que je voulais. Oui, c'était la question subsidiaire. Chez Gogol. Patrick, Oui. je te précise demain pour les valises, les chaussettes sont sales. Les chaussettes sont sales. Les petits oiseaux arrivent. Ok, ça veut dire que c'est de la bonne, ça, super. Anne, bonjour à vos jeunes filles et à tous vos couvains. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci d'avoir Moi, je suis parlé très avec... content de vous parler avec vous. Arrêtez. Vous n'êtes pas bon là-dessus. Vous êtes bon sur presque tout, mais pas là-dessus. Il fait pas bien l'accent. C'est le français, ça est marrant. Mais non, il fait très mal l'accent. C'est pas beau, mais quand même, ça me fait bien rire. La seule chose, c'est qu'on aimerait qu'il fasse l'accent belge seulement une fois, n'est-ce pas? Ça est formidable, n'est-ce pas? Faut servir. Un peu, il y en a qui parlent comme ça, franchement, Anne. Ouais. À Bruxelles. C'est l'accent bruxellois que nous imitons. Il y a très longtemps et très peu. Oui, et puis tout de même pas si fort, hein. Vous insistez, là, lourdement. Mais non, pensez-vous. Pas notre Et Pierre genre. Bénichou aussi, je crois. Oui. Je crois. Donc moi aussi, je l'aurais. Non, ne me dites pas Non, c'est très très léger. Non. Rien, mais alors vraiment, un Titoff, il n'y a pas d'accent. Non, vraiment rien, pas. Poupoule. D'ailleurs, quand je vous ai dit vous êtes belge, c'était juste comme ça par hasard. Au hasard. Vous avez entendu le nom de la ville. Moi, j'aurais pas remarqué, par exemple. Personne, non. Anne, vous retenterez votre chance sur europe1ruquier@fr. Avec grand plaisir. Merci Plutôt beaucoup. ruquier@. Ouais, c'est mieux dans l'autre sens, ouais. Enfin, donnez l'adresse, C'est pour hein. pas vous avoir une deuxième fois. Allez, on vous embrasse. Sur Europe 1, c'est le moment de retrouver Laurent Ruquier avec toute son équipe pour, évidemment, votre émission à vous. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Qui a dit en élisant Nicolas Sarkozy, le peuple français a fait la preuve qu'il n'est pas un peuple xénophobe, c'est aussi important qu'Obama.
Alors, son père peut-être. Non, pas son père, mais c'est vrai qu'il y a eu une interview du père de Nicolas Sarkozy, on y reviendra, mais c'est pas son père. Sa femme? C'est pas sa femme. C'est quelqu'un de son bord, politiquement. Bon, ils sortent aussi. Qui n'a pas toujours été de son bord. Éric Besson. Carucci? Non. Jacques Seguela? Non, pas Carucci. Jacques Lang. Non, pas Jacques Lang. Delanoë? Kouchner? Non. Kouchner, alors. En élisant Sarkozy, le peuple français a fait la preuve qu'il n'est pas un peuple xénophobe. C'est aussi important qu'Obama. Besson. C'était dans le Parisien dimanche. Carla ce Bruni. n'est pas Besson, ce n'est pas Carla Bruni. Dati? Rachida Dati? Rachida Dati non plus. Dans le Parisien dimanche, Sarkozy, le peuple français, a fait un xénophobe Obama. Raffarin. C'est pour pas la répéter 18 fois. Est-ce que c'est un homme politique? C'est un homme politique, pas seulement. Ah, pas seulement. David Douillet? Tapie. Bernard Tapie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été ministre, qui s'est présenté à certaines élections et qui est aussi écrivain. Noir, Michel Noir. Non, C'est un académicien. c'est un académicien maintenant, c'est vrai, oui. Il a c'est été Veillard- ministre de Mitterrand. Oui. Ah oui, Gallo. Max Gallo. Max Gallo, bonne réponse de Pierre Bénichou. Max Gallo qui dit que le peuple n'a pas été xénophobe en élisant Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'il est hongrois, c'est ça? Franchement, je pense pas que les Français se seraient arrêtés. Je pense que personne s'est posé la question. Bah, la preuve que non, puisqu'il a été élu. Eh ben oui, quand même, mais on pouvait craindre que ça retienne certains Français. D'ailleurs, Le Pen ne s'est pas privé de dire nous qui aimons beaucoup la Hongrie ou un truc comme ça, bien sûr. En tout cas, son papa a répondu aux questions de la chaîne du web Omega TV. Il a 81 ans et il s'appelle Pal Sarkozy. Je savais pas qu'il s'appelait Pal Sarkozy. Il a fait carrière dans la pub et il s'est consacré à la peinture. Et il espère qu'il s'appelle Secam, je crois ça. C'est très bon ça. Et il espère qu'il y aura une dynastie Sarkozy en France. Et il dit qu'il voit très souvent son fils, contrairement à ce que l'on prétend. Bon, mais c'est vrai qu'on le voit quand même moins aux côtés de son fils que sa maman. Oui, il le voit plus depuis qu'il est président de la République que quand il était enfant abandonné. Oh, Pierre! Alors là, Non, c'est vrai, oui. on est risque. Explique-toi. Non, mais vous savez bien qu'on raconte toujours la saga des Sarkozy, que le papa est parti, laissant la maman, qui était beaucoup de valeur et beaucoup de conscience maternelle, s'occuper seule, jeune avocate, s'occuper seule de ses 3 fils et de ses 2 fils, alors que le père avait fondé un foyer ailleurs. Le jour où il a été élu, ça a été un grand moment pour moi, dit le papa. J'ai commencé comme réfugié hongrois dans la rue et il est hongrois tout de même. C'est un accomplissement de la réussite Sarkozy. Je suis pas sûr que cette interview fasse vraiment plaisir au président, oui? Sûrement pas. De toute façon, quand on est président de la République, j'en sais quelque chose, on n'est pas content que vos parents viennent faire chier. Je vous emmène au Brésil, puisque 4 ans après une année du Brésil en France, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une année de la France. Au Brésil. Ben voilà, tout simplement, Ah ouais, bonne réponse tiens de donc. Pierre Bénichou. C'était évident. Moi, je leur ai dit aux Brésiliens, c'est donnant. Jusqu'au 15 novembre, pendant 7 mois. Alors l'année, c'est 7 mois au Brésil. Hein, faut savoir, c'est mais plus enfin, court, bon, c'est quand même déjà ça. Ce sera l'année de la France. C'est Libération qui se moque un petit peu, je dois dire, de cette année de la France au Brésil, même s'il y a quand même 500 événements dans des domaines aussi variés que la musique, la danse, le théâtre, le cirque, les arts plastiques, les salons littéraires et les colloques scientifiques. Il faut que les Brésiliens en profitent. Pendant 7 mois, les prostituées seront des femmes, exceptionnellement. Le projet a été découpé selon 3 axes officiels. Et là, Libération s'amuse à dire 3 axes officiels que ne renierait pas OSS 117, parce qu'il trouve que c'est un peu ridicule, quoi, l'intitulé des axes de cette année de la France au Brésil. Alors, vous avez premier axe, la France aujourd'hui, création contemporaine, recherche et innovation. Ensuite, la France diverse, pluralité des cultures, diversité régionale. La France ouverte, débat d'idées, ouverture sur le monde. C'est vrai que ça, on sent le technocrate. Ouais, ça sent la banalité. Qui a préparé l'année de la France là-bas. C'est ça assez fait comique. pas envie. Hein. C'est assez comique quand même. Et puis il y a une expo Fernand Léger à Sao Paulo, peintre cubiste. Et pareil, là il se moque du titre de l'expo, Fernand Léger, Amitié et relations brésiliennes. Ah oui, ça, oh ça là. Ah, Quelle c'est chouette, imagination. Bilan Il a au et moins fait perspective. l'ENA, le mec. Il a dû faire ses études en France. Mais bon, voilà, en même temps, on est content qu'ils nous rendent l'appareil, Bien sûr. les Brésiliens. On leur avait prêté l'appareil il y a combien de temps? Il y a déjà 4 ans, non? Ouais. Et Exactement. maintenant, ils nous rendent l'appareil parce qu'on pouvait plus téléphoner, nous.
c'est n'importe quoi. Vous êtes un spécialiste du Brésil, Pierre. Oh, c'est ce qu'on dit, oui. Oui, avec Bernanos, nous avons voté beaucoup au Brésil pendant la guerre. Vous avez beaucoup voyagé là-bas. J'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai niqué un peu, mais je suis surtout très connu pour le carnaval. Ah oui? Ah oui. Là-bas, c'est un pays d'amour, le Brésil. Ah C'est un pays d'amour. Oui, c'est un pays d'amour, un pays de... Je vais parler comme Lénard, c'est un pays de samba, où la gaieté est extraordinaire, on mange d'excellentes feijoadas, surtout dans le nord-est, n'est-ce pas? Et alors, vous avez le Christ de Montecorvo, de Montecavallo, comment il s'appelle? Du Corcovado? Du Corcovado, c'est ça, oui. On peut dire Corcovado. On peut dire aussi. Oh, il y a des métissages magnifiques. Il y a aucun racisme là-bas, c'est très très bien. Grande terre de culture. Il y a eu une grande période où c'était les colonels qui étaient au pouvoir, les généraux. C'est une terre de contraste. Oui. C'est une terre de contraste. Qui vous en accueille effet. dans un sourire. C'est une terre de contraste où les Carioca, habitants de Rio de Janeiro, ce qui n'est pas la capitale. La capitale est Brasilia. Ah bah voilà, tu oubliais Brasilia, enfin. Brasilia, qui a été faite par Oscar Niemeyer, Voilà. qui est un architecte qui a 101 ans. Et le Mexique, tu connais? Ça peut se dire que je le connais, le Mexique, en effet, oui. Mexico, la capitale, Mec inarrêtable. grande ville. Et d'ailleurs, mes parents étaient mariachi. Ah oui. Oui. Ils jouent d'ailleurs dans un cabaret ici, 120 francs, tout compris, repas, pas de surprise, donc c'est très bien. 32 rue de la Butte aux Cailles. J'espère qu'ils joueront The Boy from Ipanema, c'est la chanson que reprend Diana Krall sur son dernier album Quiet Night. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre Bénichou qui est en train de violer. Mais non, je ne viole pas, je voulais, profitant de cette chanteuse, lui faire danser la samba. Et je n'ai pas voulu. Parce qu'il y a quand même une spécialité que j'ai, c'est la samba. Oui. Tu as une spécialité, Pierre, mais comment te dire, ce n'est pas tout à fait la samba, je pense. Mais pourquoi vous voulez pas danser la samba avec Pierre? C'est pas Parce gentil. qu'on commence par danser la samba avec Pierre et on ne sait pas où ça s'arrête. Ah, On a quand même une émission à faire. Elle n'est pas sûre de sa résistance. Voilà. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Eh oui, remarque, je me mets à ta place. Bah oui. Tu sais à quel point c'est difficile. Lâche le col de ma chemise avec tes dents, arrête. On dirait une jeune vierge, tu es toute rouge comme ça face à Pierre, c'est extraordinaire. Bah, c'est une femme heureuse, Poupoule, pas vrai? Qu'est-ce qu'on a pu voir passer du jardin du Luxembourg au jardin d'acclimatation cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pu voir passer du jardin du Luxembourg au jardin d'acclimatation? Des canards. Non. Des animaux? Des arbres. Des oiseaux? C'est des plantes? Des fleurs. Des bancs. Non. Oui, les chaises, ouais. C'est Une pas des statue. animaux. C'est assez étonnant à voir, hein. Comme ça, on l'a vu passer du jardin du Luxembourg au jardin Une statue. Une statue, oui. Une statue, voilà. Oui. Une Bah, des c'est- reines, là, qui fait le tour du... Non. Non. C'est pas la petite statue de la liberté? La statue de la liberté. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais comment tu sais ça? Tu l'as lu? Moi, je savais même pas qu'il y avait une statue de la Non, moi non liberté. plus. au- Non, Moi non j'ai plus. découvert en Moi, lisant. je savais même pas qu'il y avait le jardin du Luxembourg. Alors. La réplique de la statue de la liberté datant du 19e siècle, discrètement installée dans le jardin du Ah Luxembourg. oui, c'est discret, ouais, personne l'a vu. Traversé Paris cette semaine. Elle s'est installée pendant 4 semaines, et pour 4 semaines, au jardin d'acclimatation, comme figure de proue de la manifestation Les Américains à Paris. Dis donc. Pendant un mois, la civilisation américaine sera en effet à l'honneur dans ce coin du bois de Boulogne, au jardin Alors, je d'acclimatation. peux vous dire, l'Amérique, je connais bien. Alors, c'est l'Amérique, c'est un immense pays, c'est quand même un des pays les plus puissants de la planète, sinon le plus Elle puissant. pèse quand même 2 tonnes, hein, L'Amérique, Je crois que c'était une beaucoup petite qui faisait 3 mètres. Ah non, cette statue de bronze qui pèse 2 tonnes a déjà été prêtée à New York pendant 2 mois. À Vous New voyez. York, ça sert à quoi? Ils ont la Mais ça ne monnaie. comprend pas non plus. Aucun oui. intérêt. En tout cas, ils auraient peut-être dû l'envoyer jusqu'à Strasbourg pour la visite de Barack Obama et Michel. Ça aurait été sympa. Ah ouais Je sais pas, ça aurait été une vraie surprise pour Barack Obama. Ah, il arrive ouais. à Strasbourg pour la première fois. Hein. Hop, la Voilà, statue. voilà, vous avez, mon cher Laurent, des talents pour ça. Mais c'est fait par des énarques, par des conservateurs de musées qui ne savent pas, tandis que ça aurait été Laurent, il aurait dit, tiens, Obama est là, on va lui envoyer une statue de la liberté noire, par exemple.
Ça aurait été une attention délicate. Et ça aurait été formidable. Hein Il a été quand même formidable, Obama, dans cette tournée européenne. Le succès partout où il est passé. Ça vous a plu, Pierre? Bien sûr. Il est habillé comme moi. En plus, j'adore ce mec-là. Comment ça, il est habillé comme vous? Exactement. Pareil. Comment ça? Ouais, on a l'impression qu'il n'a pas piqué mes costards. Il était exactement habillé comme moi. C'est un brave mec. Et sa femme est bien. Putain, dis donc, sa femme. Mais il vous a pas mis en colère, quand même, sa façon de s'imposer un peu à travers les pays? Tout le monde croit que c'est un homme de gauche. C'est un Américain. Et croyez-moi, il va, tout ce qu'il a dit sur le capitalisme et sur le machin, il savait qu'il le dirait quand Sarkozy dit, je suis arrivé à lui faire dire que, machin. Il a rien dit du tout pendant cette semaine. C'est vrai, pour la première fois, les anglo-saxons ont dit qu'il fallait modifier un peu le capitalisme, c'est tout. Mais il n'a pas dit comment, ils n'ont pas dit quand. La seule chose importante de ce truc, c'est la relance, où il a montré que l'Amérique était capable de faire une relance absolument énorme, et Sarkozy devrait Voilà, prendre exemple. Je pense qu'il faut que tu restes sur le Brésil, moi. Je pense. Pardon. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Oh, c'est très facile, là, quand même, en présence de Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Je suis sûr qu'on va avoir une réponse illico presto. Qui appelle-t-on partout dans la presse cheerleader? Cheerleader ou pom-pom girl, quoi. Pom-pom girl. Comment ça, pom-pom girl? Une cheerleader, c'est une pom-pom girl. Cheerleader en 2 mots ou en un seul mot? Non, tu vois, c'est pour ça qu'on a dit Alfonsi et Bénichou. Je comprends même pas ce que vous me dites. Cheerleader en anglais, ça veut dire pom-pom girl. Ah non. Cheerleader. En 2 mots. Ah voilà. Mais donc, enfin, en français, cher en français. Oui, bien sûr. En français, leader en anglais. C'est un dictateur? On peut dire ça. En Cuba? Non. Un Mais Africain? pourquoi cher? Bah enfin, Pierre Bénichou, Philippe En Corée Alfonsi. du Nord. Bonne réponse. Alors, qui? Kim Il-sung, 2. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bah alors pourquoi on l'appelle cheerleader? Je suis pas sûr qu'on dise 2, hein. Faudrait que c'est 2 qui me sont 2. Oui. Oui. Parce que c'est le fils à Kim Il-sung. Il est pire. C'est la suite. Il a succédé à son père et on l'appelle le cher leader ou le cher dirigeant. En tout cas, partout dans les articles qui lui étaient consacrés cette semaine à propos, évidemment, de ce nouveau tir, comme j'ai dit cette semaine, le nouveau missile nucléaire qui a été envoyé sur Saint-Germain-des-Prés pour viser Christine Bravo. Partout, on peut lire que c'est une stratégie de survie de la part du cher leader Kim Jong-il, qui veut démontrer sa capacité de nuisance inentamé, montrer qu'il existe encore et en plus qu'il est en bonne santé parce qu'on disait qu'il était affaibli depuis une attaque cérébrale qu'il avait eue l'été dernier, mais non, le dictateur communiste a voulu rappeler ainsi qu'il était toujours aux commandes. Mais bien sûr, il a répondu à l'attaque cérébrale par une attaque nucléaire. Il a absolument raison. Mais il paraît, nous, ça nous semble pas important. On a réveillé en pleine nuit Obama pour lui dire ça. Il est entré dans une colère noire. C'est un cas. Non, colère noire. Non, colère. Pas noir. Non. Une grosse colère. Cela dit, du coup, il a passé une nuit blanche, du coup. Il l'a réveillé à 6h30, c'est pas non plus en pleine nuit, Pierre. Ah bah dis donc, si t'arrives à être président des États-Unis pour te faire chier à te réveiller à 6h30, c'est pas la peine de réussir dans la vie. Parce que vous croyez quoi, qu'ils font la grasse matinée, les présidents? Ouais. Bah oui. Moi, je suis même étonné qu'il soit pas déjà debout à 6h30. Exact. Bah ouais, moi, je suis debout à 6h30. Alors, un président, quand même. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai croisé Michel Drucker ce matin. Très tôt au petit déjeuner, il m'a dit, en partant, il m'a dit au revoir, il m'a embrassé, comme d'habitude, on n'a pas dit 2-3 banalités, et il est retourné, puis il m'a regardé avec l'air douloureux, il m'a dit, il m'épate, Laurent. Je savais que vous aviez croisé Michel Drucker, vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'il vous l'a dit ce matin, en arrivant. Et voilà, et la première chose qu'il m'a dit en arrivant, c'est... Il m'épate, Pierre. Non, il m'a dit, branchez-le sur Barack Obama, il a des choses à dire. Et voilà pourquoi, depuis 5 minutes, j'essaie. Et on pensait que Et là, en ce moment, Drucker, il ricane tout seul dans sa bagnole. Genre, ma blague a fonctionné. Il y avait un scoop, il te donne des faux scoops, en fait. Il te donne des faux scoops. C'est super vicieux, comme... Mais en tout cas, cher leader, c'est bien Kim Jong-il. D'autres questions après la pub. À tout de suite. Du rire, de l'évasion, de la bonne humeur sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je lance le chrono à la fin de cette question. Pourquoi va-t-on pas mal reparler du carrefour de l'arbre dans les jours qui viennent? Pourquoi va-t-on pas mal reparler du carrefour de l'arbre dans les jours qui viennent?
Carrefour de l'Arbre. Qu'est-ce que c'est le Carrefour de l'Arbre? C'est en France? C'est une question. 24 secondes, vous êtes con à la fin. C'est en France. C'est un vrai carrefour? Je ne crois pas que ce soit un vrai carrefour. Attraction. Oh, j'imagine, oui, que c'est un vrai carrefour quand même. Excuse-moi, il reste combien de secondes là? À peine 10. Et là, il reste combien? L'arbre d'un carrefour, on connaît, mais le Carrefour de l'Arbre. On est cramé. C'est un restaurant? C'est terrible. Le Carrefour de l'Arbre. C'est culturel? Culturel, c'est pas le mot. Pierre, vous me décevez beaucoup, hein. C'est le nom d'un tableau? Ouais, le Carrefour de l'Arbre. Non, ce n'est pas un tableau. C'est un lieu. C'est le nom d'un pépiniériste? C'est Monceau-Flore, quoi, c'est ça. Ouais, non, mais avec des arbres. Est-ce que c'est un lieu? Truffaut, c'est pas Est-ce que c'est un lieu? Oui, c'est un lieu, le Carrefour de vraiment un l'Arbre. lieu. C'était en France. C'était en France. Oui. Alors, je vais vous aider. C'est très, très facile parce que si je vous dis qu'on va parler à la fois du Carrefour de l'Arbre et de la tranchée d'Arenberg. Ah ouais, tout de suite. Dans les Ardennes, bien sûr. Pierre. Oh là, Pierre. sorti, quand même. Alors, la pression qu'il y a sur Pierre, là. Alors là, C'est où, là Non, mais lui, c'est le spécialiste du Brésil, donc dès que c'est autre chose. Ah non, je suis très déçu quand même. Parce que moi, la tranchée d'Arenberg, le Carrefour de l'Arbre, je ne connaissais pas. Mais la tranchée d'Arenberg, moi, vous me tirez. C'est une circonvolution du cerveau qu'on appelle la tranchée d'Arenberg, juste à côté du... Moi, vous me diriez la tranchée d'Arenberg, tout de suite, je vous répondrais. Les Ardennes, les Ardennes. La guerre de 14, je Non, répondrais. non, je vous Verdun. Bah non, je vous répondrais. Les poilus? Pourquoi on va en reparler dans les jours qui viennent? Pourquoi hein De la tranchée Parce d'Arenberg qu'on commémore quelque chose. et du Carrefour de l'Arbre. Obama? Pas du tout. Souvent, t'as une bonne réponse quand tu dis Obama. Obama? Sarkozy. À un moment donné, c'est Calabrini. À un moment donné, c'est Calabrini, maintenant c'est Obama. C'est lié au débarquement? Pas du tout. Allez, c'est en 24 secondes, hein. Allez. C'est lié à la guerre, à une guerre? Il y a longtemps que j'ai oublié les 24 secondes. On est Est-ce passé que au c'est 24 lié? minutes. On va y arriver. C'est lié au premier pas de l'homme sur la Lune? Pas du tout. Et on aura au téléphone dans un instant Jean-François Pécheux. Qui... Ah, Pêcheux Pêcheux, je l'ai évidemment. connu au Brésil, moi. Donc c'est pas C'est des titres, un brave on est mec, d'accord. Il pourra nous dire exactement ce que c'est que le Carrefour de l'Arbre. Mais alors là, vraiment, il doit avoir honte pour vous la tranchée d'Arenberg. C'est la rencontre c'est un endroit où les gens se rencontrent. C'est une guerre, il y a une guerre. C'est un rapport avec une Est-ce que guerre. c'est lié à Si une je vous dis guerre? 52 km 900. Ah, la ligne Maginot. Non, Non, c'est le marathon. non, Ah, 50. c'est le Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix, bonne réponse. Oh là là. c'est quoi la tranchée d'Arenberg? Ah, ça c'est. Ils l'ont refait, Et moi, je peux vous dire un truc. Le Paris-Roubaix, moi, vous savez ce que je dis? Je dis, c'est l'enfer du Nord, moi. Il y a deux incontournables sur le Paris-Roubaix, la tranchée d'Arenberg et le Carrefour de l'Arbre, paraît-il. Bonjour Jean-François Pécheux. Bonjour. Ils ont été lamentables, hein. Ah là là, je suis très déçu. Et alors j'aurais dû te trouver en plus parce que j'ai vu un reportage sur ça aussi. Ah. Oui, ils ont remis les pavés et tout ça. Les galets. Les galets, excusez-moi, moi je suis du Sud. Ça, c'est l'enfant du Sud, absolument. Ça ressemble. Il y avait les galets. Ils sont bizarres ces galets. On n'a pas pu baigner. Ces galets carrés là, c'est bizarre. Hein. Alors dites-nous ce que c'est que le Carrefour de l'Arbre, monsieur Pécheux. C'est le dernier secteur pavé de Paris-Roubaix et ça s'appelle le Carrefour de l'Arbre parce qu'il y a un arbre en plein milieu de la plaine de Sizouin, en plein dans les endives et tout ça. Il y a un arbre et à côté de cet arbre, en plus, c'est là que je suis très déçu pour tous vos invités parce que il y a un estaminet flamand. Et cet estaminet flamand, il est ouvert tous les jours. Il y a des super menus style Paris-Roubaix. Et il s'appelle comment? L'arbre. Le carrefour, ça s'appelle l'arbre. Les coureurs s'arrêtent à l'estaminet? Ah non, pas du tout, puisque le coureur qui passe devant l'estaminet en tête, normalement, a gagné Paris-Roubaix. C'est le dernier secteur de Paris-Roubaix. Et la tranchée d'Arenberg, alors? La fameuse. Alors, la tranchée d'Arenberg est située à 100 km de l'arrivée. Elle se situe dans la forêt de Wallers-Arenberg. Et là, c'est un haut lieu aussi, puisque c'est l'ancien chemin que prenaient les mineurs pour aller au site minier d'Arenberg. Ce sentier a été rénové ces dernières années et maintenant c'est un haut lieu. C'est le premier gros passage pour Paris-Roubaix. Mais il n'y a plus de pongibus. Il n'y a plus de pongibus cette année parce que le pongibus... je m'y connais, hein. Ah, bien, bravo. Wow. Le pongibus va être refait, on le reprend en 2010, mais cette année on l'a supprimé parce que les pavés étaient exécrables, il y avait des trous et mais tout ça. C'est quoi le pongibus? Le pongibus, c'est devenu pongibus parce que c'est une ancienne voie ferrée qui passait, il y a le pont qui est resté en place et dessus les supporters de Duclos-la-Salle marquaient Gibus.
C'est le surnom de Duc Lassalle, Gibus. Et vous dites celui qui passe le carrefour de l'Arbre en premier a gagné. Oui, normalement, oui. C'est pas celui qui passe le contrôle antidopage. Ah, ça, c'est autre chose. Ça. C'est, tout de suite, la méchante. 52 km 900. Il n'y avait pas eu un parcours aussi long depuis 95, paraît-il. Exactement. On est dans la bonne moyenne. On a eu un moment peur de perdre de les pavés. Les pavés disparaissaient parce que les routes devenaient goudronnées. Et puis, le conseil régional, le département, les villes, tout le monde s'y est mis pour essayer de garder le patrimoine du Nord, les secteurs pavés, et je crois qu'aujourd'hui on a réussi à sauver les secteurs pavés et Paris-Roubaix. Et moi je voulais savoir, c'est de où à où le Paris-Roubaix? C'est de Paris à Roubaix. Ne lui répondez pas. Via Compiègne. D'accord, merci, voilà. C'est important de le savoir. Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Ça existe toujours ça, Liège-Bastogne-Liège? Bien sûr, c'est 15 jours après, et ça part de Liège, ça passe à Bastogne et ça arrive à Liège. C'est bien une course belge, ça prend son vélo pour revenir au même endroit. Hein. Quand j'étais petit, je croyais que c'était un fait divers. Ah ouais. Liège, Bastogne, Liège, je crois que c'était... Et la course, là, elle existe encore, là, le truc où ils arrivent sur les Champs-Élysées en été, là. Oui, vous demandez à Pierre parce qu'il vient tous les ans sur une étape et j'ai eu le plaisir de l'avoir dans ma voiture, donc il connaît bien. Comment ça va? Ça va, Pierre? Il vous avait pas reconnu depuis tout à l'heure. Mais non, parce que je fais beaucoup de cyclisme. Alors, le cyclisme, c'est un sport qui se pratique à bicyclette, la plupart du temps. Hein, pas... Il est comment, Pierre, en voiture sur le Tour? Il est malade, je ne veux pas vous le dire, mais il est malade dans les descentes et il a du mal à passer l'école. Alors, c'est pas vrai. Et je dois dire que j'ai eu un moment extraordinaire parce qu'on m'avait mis le plus grand champion français avec moi dans la voiture, Bernard Hinault. Bernard Hinault, qui m'expliquait la course et c'était absolument formidable. Bernard Hinault, il me disait, voilà, tu vois, il est en tête, lui, c'est à 10 km de l'arrivée, il va baisser les bras dans 4-5 km, il peut pas tenir comme ça. Je dis, mais comment tu sais ça? À ce moment-là, on croise. Mais c'est extraordinaire, on croise à ce moment-là Poulidor. Et alors il dit, qu'est-ce que tu penses, toi, Poupou? Alors il dit, je pense comme toi, qu'il va s'arrêter d'ici 1 kilomètre. Et au bout d'1 kilomètre, le mec a fait comme ça. Je veux dire, il savait absolument tout. Alors Poulidor, je l'ai fait marrer parce que je dis bonjour d'abord à celui-là, putain, je te dis bonjour en deuxième. C'est ta place. Il m'a dit, putain, quel humour, toi. Mais revenons au Paris-Roubaix, c'est dimanche prochain, cette course qui marque quasiment le début de la saison, même s'il y a eu des courses précédentes, c'est la course la plus populaire parmi les courses d'un jour. C'est la reine, on l'appelle la reine des classiques parce que c'est la plus belle, la plus dure. Et c'est celle que tous les coureurs veulent accrocher à leur palmarès. Moi, une année, j'ai crevé au moins 7 fois. Hein, 7 fois. Que 7 fois, ça va. Ouais. Si c'est que 7 fois, ça va. Moi, j'adore regarder les courses cyclistes, monsieur. Je me mets toujours sur le bord de la route. Je trouve ça passionnant. Quand le peloton arrive, tu fais allez. Bon, on rentre à la maison. Mais il y a beaucoup de monde, effectivement, pour assister au Paris-Roubaix. Puis il y aura Sylvain Chavanel, le Français, qui participera dimanche. Oui, je pense qu'il fait partie des favoris. Il peut gagner Paris-Roubaix, mais il faut avoir aussi un peu de chance pour gagner Paris-Roubaix parce que faut pas. Tous les grands champions ont gagné le Paris-Roubaix. Oui. Je veux dire que ce soit Anquetil, Coppi, tout ça, ils ont tous fait Paris-Roubaix ou pas? Oui. Anquetil a failli le gagner une année. Il a été arrêté par 2 crevaisons dans le final, dans le carrefour de l'Arbre, justement, dans le fameux carrefour de l'Arbre. Il l'a pas gagné, mais il a participé. Et malheureusement, aujourd'hui, les grands, ce qui veulent gagner le Tour de France, délaissent un petit peu ces classiques. C'est dommage, mais bon, ça reste. Il n'y aura pas Lance Armstrong alors. Lance Armstrong, ouais. Non, lui, il est blessé. Il veut pas. De toute façon, en ce moment, il est blessé, mais il a jamais participé à Paris-Roubaix. Les pavés, ça lui fait trop mal au. Ouais. Au contraire, au contraire. Il y en a qu'une. Elle a les yeux revolver. Marc Lavoine, lui, ne sera pas sur le Paris-Roubaix, mais il est sur Europe 1. C'est un tube qui date déjà de 85. Mais avant, sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, t'es con. Alors déjà que vous avez raté la question, 24 secondes. On est doublement con aujourd'hui. Hein. Ah oui, là, franchement, ça va faire beaucoup. Il suffit d'avoir un peu d'imagination pour essayer de savoir ce qu'offre exactement le groupe Pierre et Vacances. Puisque Pierre et Vacances lance une opération de promotion peu commune. Une opération, 199 € la semaine pour vos vacances. 199 € une semaine de vacances. Évidemment, par temps de crise, ça va intéresser beaucoup de Français. Oui, mais alors,
ça coûte 199 € pour une semaine de vacances, mais quoi? En fait, tu pars pas, il t'envoie juste une vidéo, quoi. Non. Tu participes, tu fais la cuisine, tu dois faire la cuisine. Non. Tu donnes Chez quelque Pierre et chose. Vacances, de toute façon, Oui, on c'est fait- des appartements. Ah ouais, Ah, je sais. Tu fais que le trajet, en fait. Quand t'arrives, tu repars, tu rentres chez toi. Non. T'as un peu rêvé, quoi. 199 €. C'est en France ou c'est... Le leader européen de la location de vacances garantit la qualité des prestations et du confort, comme d'habitude, mais c'est de la coloc. non. Mais c'est en Afghanistan? Non. C'est en France? Mais c'est lié au lieu. Ah, donc c'est pas en France. Ça peut être en France. C'est. Tu dors dans ta bagnole? Ah, c'est dans Lyon. Non. C'est lié au lieu. C'est lié au lieu. Ça veut dire que ça peut se reproduire sur plusieurs lieux en France ou c'est lié au lieu. Il y a un lieu où ça se pratique. Non, c'est plutôt effectivement sur plusieurs lieux. Sur plusieurs lieux, mais il y a un truc particulier tout est là, à justement. cet endroit-là. Non. C'est Quelle idée intéressante. Ils ont dit, bah voilà, nous on vous propose une semaine de vacances pour 199 € la semaine, mais Dans des endroits pas terribles. Bah non, il y a dans un endroit... ça dépend. Tu sais pas où tu pars. Tu ne sais pas, voilà. enfin en tout cas, si, tu sais où tu pars au moment où tu pars, mais au moment où tu fais ta réservation, tu ne sais pas où tu partiras. L'horreur. Bonne réponse d'Isabelle Motro. C'est malin, ça. C'est terrible. C'est déterminé comment? C'est l'enfer. Vous choisissez une des 5 régions françaises proposées. Vous précisez vos disponibilités et ensuite Pierre et Vacances décide du lieu de vos vacances et vous le communique quand même, attendez, 30 jours avant le départ. Est-ce qu'on peut avoir les régions? Parce que si t'as Nord-Pas-de-Calais, Côte d'Azur par exemple, est-ce qu'on peut choisir? Mais oui, mais... dommage, encore Nord-Pas-de-Calais. C'est selon les disponibilités. Non, remarque, il faut être bien avec l'un d'eux, parce que Pierre, il est vachement méchant, mais Vacances, elle est gentille comme tout. Et si t'arrives à être bien avec elle, elle te dit où tu vas. Non mais c'est pas si bête par temps de crise. Bon bah voilà, vous savez, il y a des endroits qui restent libres, c'est moins cher. Voilà, ils décident 30 jours avant de vous donner la possibilité de partir en vacances pour un prix réduit. Commercialement, c'est très malin ce truc. Papa va vous faire une surprise, on va partir en vacances, mais je vous dis pas où. Et hop, tout ça Dunkerque. Libération a consacré une page à la Transnistrie. De quoi s'agit-il? Transnistrie, c'est un type de yoga. Non. C'est des gens qui partent en vacances mais sans savoir où. Non. Remarquez, on se rapproche. La transhumance, donc non, pas du tout. La Transnistrie. c'est la même origine. Une page entière consacrée à la Transnistrie. C'est un pays. C'est un pays, la Transnistrie. Bien sûr. Où? Dans l'est de l'Europe. Oui, ça, il y avait des chances, oui. C'est-à-dire, c'est la Roumanie. À côté de la transhumance? La Transnistrie, écoutez, je vais accorder la bonne réponse à Philippe Alfonsi. La Transnistrie est un État qu'on dit est quasi fantôme, qui vit encore sous la coupe de la Russie, mais qui a fait sécession avec la Moldavie. C'est entre la Roumanie, l'Ukraine. Bien sûr. Et la capitale, c'est Tiraspol. C'est 19,90 € la semaine, je crois. C'est chez Poutine les vacances. Et il y a une page, non mais c'est intéressant ce papier, il y a une page sur la Transnistrie parce que les habitants de la Transnistrie eux-mêmes se demandent qui ils sont. Parce qu'en fait, mais oui, je vous explique. Non, mais c'était intéressant ce papier. Parce que c'est une région séparatiste de la Moldavie qui a fait sécession en 92, qui continue évidemment à être sous le contrôle de la Russie, sans être vraiment sous contrôle de la Russie, parce qu'ils ont leur propre monnaie, ils ont leur drapeau, ils ont leurs institutions. Tout l'argent vient en revanche de la Russie. C'est quoi la capitale? Combien ils sont c'est ça? Tiraspol. Voilà. Tiraspol, la capitale. Mais je crois que la majorité de la population est russe d'ailleurs dans cette Transnistrie, non? Ils sont ils sont transnistriens. Dans la capitale, Tiraspol, une statue de Lénine trône toujours face aux soviets Ah oui, ils suprêmes. savent vraiment pas qui ils sont. Ils ont raison. Où ils sont. Voilà. Et il faut quand même savoir qu'il y a une sorte d'opposant numéro 1, le Che Guevara de l'organisation Pro-Rive, proche des jeunesses poutiniennes, qui dit gloire au Che, gloire à la Transnistrie, gloire à la Russie et gloire à nous. Mais ils sont comment ces gens-là? Ils sont noirs? Non, c'est des Russes. Ils sont moldaves. Est-ce qu'ils ont un plat régional à votre avis? Oui. Qu'est-ce que ça peut être? La saucisse aux lentilles, ils ont. De la vodka? Parce qu'il y a, tu sais que le Dobropol, ça a été, comment c'est la capitale? Tiraspol. Tiraspol, ça a été jumelé avec Souillac. Oui. Alors, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils interrogent un jeune citadin, il s'appelle Piotr. Bon. Le jeune citadin. Il est là dans l'IB, il est interrogé, Piotr. Et alors, il arrive en ville. Il y a jamais personne. Il y a quelqu'un. C'est la ville déserte. Il prend le soleil aux abords du grand marché central et il dit, qui
qui suis-je? Il paraît que je suis... Non mais c'est vrai. Je vous jure, c'est ce qu'il dit. Il dit, qui suis-je? Il paraît que je suis transnistrien. En réalité, ma patrie, c'était l'Union soviétique. Ici, c'est juste une filiale de la Russie. Puisque la Transnistrie a arraché son indépendance en 1992 au terme d'une guerre qui a fait des centaines de morts des deux côtés du fleuve Dniestr. Voilà. Et il est cher, on peut pas le racheter, ce Alors pays, je vais là vous dire, il y a 555 500 habitants. Pas mal déjà quand même. Voilà. Oui, c'est un Il y a gros une pays, photo déjà. là. Ouais. Ah, c'est joli. On dirait le Havre en hiver, disons. Le président s'appelle Igor Smirnov. Comme la vodka. Ça, c'est bon signe. Voilà. Et la monnaie, vous savez ce que c'est la monnaie? Le Schweppes. Le rouble. Le rouble. Pas n'importe quel rouble. Le rouble de... L'écrou. Non, le rouble de Transnistrie. Non, mais voilà, on rigole, mais c'est important de Moi, je connaître. rigole pas que c'est à moi. J'ai payé l'autre jour mon addition au Fouquet's avec des roubles de Transnistrie. Ils étaient ravis. Si 30 jours avant le départ, Pierre et Vacances vous annonce que vous allez là-bas. Putain. C'est un lieu de voyage formidable. Moi, j'irais volontiers passer 3-4 jours là-bas. Tu te rends compte, ce pays qui est encore nostalgique de l'Union soviétique, qui s'est battu contre les Russes, qui ont conquis leur indépendance. C'est quand même plus marrant, quand même, que d'aller au Lavandou, sérieusement. Non, mais sérieusement. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner avec Titoff, toujours. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. C'est la deuxième heure. Et le couple Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Ah, c'est chaud, hein. Je crois que vous lui manquez, Isabelle Philippe Alfonsi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle a du mal aujourd'hui. d'habitude, elle est assise à côté de vous. Et là, c'est plus calme, ouais. Et là, elle a retrouvé son Pierrot. Alors, Oui. Moi, avec toi, elle est en vertu des grands principes, avec moi, en vertu des grands sentiments. Alors, Poulette, ça va? Oui, faites encore le coup des cachous que Jacques Martin faisait pendant des années sur les ondes radiophoniques. Mais ça a marché. Enfin, quand même. En fait, si je me déchaîne comme ça, quand elle est là, enfin, je me déchaîne, je passe les bornes parfois de la bienséance, c'est parce qu'elle personnifie pour moi la classe, le charme et l'inaccessible. Oh là là, ça, je vais le payer cher, ça. Sérieusement. Je serais la prochaine coupure pub. Ça serait... Attention, prochain assaut. Ça serait une pétasse à côté de moi, je dirais respectez-moi physiquement, tu comprends? Ouais, bien sûr. Martine habite Dubaï. Bonjour Martine. Oui, bonjour Laurent. Vous vous marrez en nous écoutant, j'entends. Ouais, ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous faites à Dubaï, Martine? À Dubaï, j'enseigne un petit peu le français, j'assiste un peu des profs de français, puis je m'occupe de mon mari et de mes enfants. Très bien, c'est votre mari en fait qui est allé là-bas et vous l'avez suivi. Tout à fait. Amidou, lui, nous appelle depuis Nancy. Bonjour Amidou. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites Amidou dans la vie? Ben moi je suis journaliste et pigiste sur Nancy, et là je me marre là, donc en vous écoutant tout à l'heure, puisque je suis pas toujours d'accord avec Bénichou, mais là, à propos de la Motro, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'Isabelle Motro, je l'ai suivie depuis Radiocom, depuis France Inter, donc oh là là. Je fais partie de l'un des rares, peut-être qui a lu son livre Résidence secondaire, c'est ça? Ah, vous êtes pas rare quand même, excusez-moi, il s'est assez bien vendu. Ça fait plaisir. Enfin quand même, remerciez-le, il a lu votre livre. J'attends. Dites-moi, tant que j'aurai des rivaux aussi patos que vous qui disent que je suis un des rares à avoir vu votre livre, j'aurai pas à m'en faire pour la fidélité de ma petite Motro. C'est un compliment, Bénichou, c'est un compliment. Lui, il l'a lu, pas vous. Je sais que vous vieillissez mal, mais à ce point, je savais pas que c'était à ce point. C'est dangereux de faire ça. Ça, c'est dangereux, là. Là, vous prenez des risques. La bête, là. Vous venez de rire, là, c'est parce que vous êtes drôle, c'est ça? Je suis drôle, donc... Amidou, il paraît que sur votre palier, vous faites un boom. Amidou, journaliste où à Nancy exactement? Donc, je suis journaliste pigiste pour la PQR, donc la presse quotidienne régionale. Voilà, c'est ce que je voulais. travaille notamment avec Le Républicain Lorrain, c'est un journal qui a une diffusion plutôt sur la Moselle, quoi, pas sur la Meurthe-et-Moselle, voilà. Très bien. Donc, entre autres, j'ai aussi une structure de relations médias et... Parfait, Amidou. Bon, on en parlera après, peut-être, à la fin. Vous ne chômez pas, Amidou, c'est parfait. Peut-être. Amidou contre Martine, un match Nancy-Dubaï. Et oui, on essaie un peu de renouveler. Là, c'est le grand écart. Là. On essaie un peu de renouveler Interville. Martine, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Vous avez fort à faire, il est bavard, Amidou, hein? Il a l'air. Attention.
Voici la question qui n'est pas facile. Oh là là, mais tu peux fermer ta gueule, Ouais, concentre-toi un peu. Le boubounet, là, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Donc, mais les 5 secondes, là, de truc, hein, bon. Ouais, mais on n'a même pas commencé, là. J'entends Michel, allez-y, Allez, faut se taire maintenant, on écoute les questions, là, on y va. Allez-y, on y va. À Carpentras, on peut goûter d'un succulent fondant au chocolat fourré de crème à la vanille. Et on ne le trouve que dans la pâtisserie Martichon. Comment s'appelle ce gâteau fondant au chocolat fourré de crème à la vanille qu'on trouve dans la pâtisserie Martichon à Carpentras? Il s'appelle Christophe Mahé. Le berlingot de Carpentras. Il s'appelle le Mahé. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, mais ça, c'est les fans, ça. C'est quand t'es fan, tu sais, quoi. Et comment vous savez ça? Comment tu sais ça? J'avais fait une blague quand je travaillais à la télévision sur lui, parce qu'effectivement, son vrai nom, c'est Christophe Martichon. Exact. Et il a un BEP en pâtisserie, puisque ses parents sont pâtissiers. J'avais dit, avec un nom comme ça, BEP en pâtisserie, j'ai plus de blagues à faire, tout est dit, quoi. Et effectivement, ses parents qui tiennent une pâtisserie là-bas à Carpentras ont lancé un gâteau qui porte le nom de leur fils, le pseudonyme en tout cas de leur fils, et c'est un fondant au chocolat fourré de crème à la vanille qu'on trouve donc dans la pâtisserie Martichon. On peut acheter un Mahé pour 3 €, voilà, selon la taille évidemment. C'est très calorique, hein, il faut le savoir, mais c'est devenu un must dans la région. Les gens vont jusqu'à Carpentras pour acheter un Mahé. Ça doit être moins bourratif que ces chansons. Mais ils prennent surtout des berlingots, Carpentras. Martine, désolé. Amidou aussi, c'est perdu, hein? Oui, c'est perdu. Bah, c'était un peu difficile quand même. Mais je l'ai sur Internet, puisque je suis sur Google. Mais sinon, je voulais... Mais tu as perdu, Amidou, c'est fini. On a déjà donné la réponse. Non, le Google, c'est un gâteau. Un gâteau alsacien, le Google. Martine, vous vouliez dire quoi, Martine? Oui, je voulais juste faire un petit coucou à mes jeunes amis podcasteuses de Dubaï, Christine et Françoise, et à ma famille en France. Parfait, on écoute Christophe Mahé et puis on mange un gâteau en attendant. Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff sont avec Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On nous a appris cette semaine la disparition de la première femme chroniqueuse politique, puis la première même à accéder au poste de présidente directrice générale de Radio France. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Jacqueline Baudrier. Jacqueline Baudrier, bonne réponse de Pierre Bénichou et Philippe Alfonsi. Et elle fut aussi rédactrice en chef du journal Parler. On disait le journal Parler à l'époque. Le journal Parler, elle avait une chose absolument formidable, c'est qu'elle avait, en mai 68, elle était l'image même de la personne qu'il fallait combattre, parce qu'elle était d'un ancien truc comme ça, qu'elle était plus ou moins, on lui prêtait des propos presque xénophobes, un peu racistes et tout ça. Puis un jour, elle est venue avec son fils adoptif, qui était un noir d'ébène. Et alors donc, les gens sont restés comme des cons avec leurs injures à la bouche. La première femme chroniqueuse politique, première à accéder au poste de PDG de Radio France, rédactrice en chef du journal Parler de l'ORTF, effectivement entre 66 et 68. Elle a eu différentes hautes fonctions et elle est décédée jeudi dernier. Jacqueline Baudrier, qui était donc journaliste au départ. D'autres hommages. Sachant que Dieudonné vient d'adopter un petit juif aussi. D'autres hommages. Philippe Alfonsi et encore un journaliste décédé lui à l'âge de 84 ans, Roger Colombani. Roger Colombani, c'est une bouille ronde, c'est des sourcils broussailleux, des yeux noirs, et puis alors une faconde, un accent du Midi et un talent pour raconter des histoires. Et il les racontait d'autant mieux que toutes ces histoires, il les avait vécues, parce qu'il a été journaliste pendant 50 ans, et c'était ce qu'on appelle un fait diversier, c'est-à-dire un type qui faisait des faits divers. Mais les faits divers, pour lui, c'était pas le sang à la une, c'était des faits de société, c'était des faits plutôt qui expliquaient la société mieux que les analyses politiques. Et sa base, ça va te faire plaisir, c'était Marseille. Bon, c'est un monsieur qui est né à Toulon, mais qui a fait sa carrière à Marseille, qui était assez copain avec les gens du milieu, avec les flics, etc. Il a réussi à pénétrer à peu près tous les milieux. Mais c'est pas un journaliste comme les autres. C'est un journaliste qui avait un certain sens politique et une certaine rigueur. C'était ce qu'on peut appeler un faux jovial, hein. Un type qui était plutôt rigoureux dans ce qu'il faisait, pas très très gentil quand il faisait ses enquêtes. Bon, et c'était un type de gauche. Il avait des racines, il faut dire, assez étonnantes, parce que son papa, qui était un
un paysan corse avait quitté la Balagne pour venir s'installer à Toulon, à l'Arsenal. C'était un militant très très anti-napoléonien qui était très à gauche. Et puis il avait épousé une femme qui, elle, n'était pas à Toulon pour rien, puisque c'était la fille d'un déporté de la Commune, qui avait été déporté au moment de la Commune. Bon, il avait, comme on dit chez les nobles, il avait de la branche. Hein. Il a commencé pendant la guerre, très naturellement comme journaliste dans la presse clandestine communiste. Et puis, bien évidemment, son premier journal à la Libération, c'était la Marseillaise, le quotidien Coco. Et puis après, il a rejoint Dacier de la Vigerie à Libération, pas le Libération de Julie, le Libération de Dacier de la Vigerie, issu de la Résistance également. Mais sa vraie carrière journalistique, il l'a commencé quand il a rencontré Pierre Lazareff, ou plus exactement, Pierre Lazareff l'a appelé à François. Et il lui a immédiatement dit, tu retournes à Marseille, tu vas être là-bas mon correspondant, puis ensuite grand reporter. Et il est resté pendant 16 ans. Tout se passait à Marseille, C'était formidable. C'est là où, après la guerre, la CIA a contacté le milieu pour contrer les cocos. C'est là où les malfrats se sont alliés étonnamment avec des politiques. Enfin, il y a eu des histoires assez étonnantes. C'est là aussi, fenêtre sur l'Empire déclinant, où on voyait arriver les cercueils des soldats tués en Indochine et tués en Algérie plus tard. Bon, c'était vraiment un chaudron, quelque chose où tout se passait à Marseille. Bon. Et il est devenu le spécialiste de cette ville. Il est devenu aussi, il a bien sûr été envoyé aussi à Bruy-en-Artois. Il a été couvrir les derniers procès de ce salopard de Franco en Espagne quand il faisait garrotter les types de l'ETA. Enfin bref, il a couvert énormément de choses jusqu'en 77 où là, il a claqué la porte de François quand Hersan a racheté le journal parce que je vous disais, c'était un monsieur de conviction, c'était le faux jovial là. Il est venu au Matin de Paris. Et il est venu co-créé, plus exactement, le Matin de Paris avec Père Driel. Mais là aussi, il a fait sa tête de cochon et en 83, il est parti. Il rêvait en réalité d'un François de gauche, d'un grand journal populaire de gauche. Bon. Et puis, le Matin de Paris est devenu un peu autre chose. C'est devenu un journal plus tourné vers le PS, plus politique, moins fait divers, moins grand public. Et puis il est parti en 83. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Là, il a commencé à raconter tout ce qu'il avait vécu. À la radio, d'une part, où il avait une émission à RMC qui s'appelait Fait divers, vous avez dit Fait divers. Et puis à la télé, où il était invité dans une quantité d'émissions de télévision. Il a fait aussi une émission régulière à M6. Et puis, bien évidemment, des bouquins. Il a écrit des quantités de bouquins sur le milieu marseillais, sur la politique, les années de fer, etc., etc. Ce qui est intéressant chez Roger Colombani, c'est que c'était un type, je disais, c'était un faux jovial, c'était un type un peu teigneux, mais qui a porté un peu tous les rêves de la presse pendant 50 ans, les rêves de la presse de l'après-guerre, et puis aussi toutes ses déceptions, parce qu'au fond, il a jamais connu le journal qu'il avait vraiment voulu faire, mais il a quand même vraiment, il s'est donné du plaisir. Il disait, j'ai jamais travaillé puisque j'ai fait du journalisme et que j'ai fait ce que je voulais faire. Et quand on lui demandait ce qu'il avait appris, il racontait une anecdote tout à fait étonnante. Il disait, ce que j'ai appris, sur la nature humaine, pas grand chose de formidable. Mais un jour, un médecin légiste m'a dit, quand un homme meurt, il perd immédiatement 27 grammes. C'est sans doute le poids de l'âme humaine. Voilà. Et je trouve que cette histoire est assez jolie, en effet. C'était 21 grammes. 21 grammes? Ouais. Tu crois? Oui, t'es sûr? Il y a un film qui a été fait avec ça. Ah bon, alors c'est 21 grammes. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Salut Serge, ça va Serge? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu comme ça. Déjà vous auriez un jeu aujourd'hui. Ah oui, un jeu du poète-poète. Non, parce que le temps de vous les expliquer, on risque de... C'est ça, on est trop cons, dis-le tout de suite. La semaine dernière, vous aviez fait un petit bêtisier info qui était rigolo. Vous n'en auriez pas un autre des fois? Oui, j'ai glané un petit peu à la télé. Alors, ça vient un petit peu de la télé française, la belge, la canadienne. Vous reconnaîtrez au passage des voix comme celle de Thierry Beccaro, celle de Jean-Pierre Foucault et même la vôtre, Laurent, dans un de ces extraits qui sont plutôt consacrés au lapsus. Moi dans un bêtisier? Moi faisant un lapsus? Non, vous en train de le relever. Ah bon? Ah, il va mieux. Parfait, vous venez de sauver votre place, Serge Liado. J'ai pas trouvé des entraîneurs russes très démonstratifs après une performance comme celle-là. Après la finale, lorsqu'elles auront la médaille d'or accrochée au cou, pardon, mon Dieu, je suis désolée, c'est vraiment Pour ceux qui vont se lancer à l'assaut des autoroutes, cela risque de bouchonner sec, sur l'axe de la mer. Ça va? Vous n'avez pas une petite barre là? Moi j'ai une grosse barre. Une grosse barre. Je sais que c'est des thèmes qui vous intéressent si vous êtes un peu plus grand. Le parrain de l'association Aide et Action, Thierry Desroses, nous parlera de l'importance de l'éducation pour tous.
Silvia Farina-Elia remporte sa demi-finale face à la Croate Carolina Sprem en 2 manches. 6-4, 7-5. Ça détend. Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend en Suisse, à Fion. Oh, à Sion, excusez-moi. L'histoire, c'est quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Vous êtes la première gagnante de ce soir. Et pour gagner 20 000 euros. Pour gagner 20 000 euros. Exactement. En attendant, continuez de jouer. Laurent, je vous propose de regarder cette jeune fille. Elle a peut-être 6 ans. Cette œuvre s'appelle La Petite Châtelaine. Ça, la Petite Châtelaine. La Petite Châtelaine. On a tous compris La Petite Châtelaine. On a tous compris ça. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle journée à tous. Eh ben mon Dieu, ça a été vraiment la croix et la bannière ce journal. Hein. Putain. Ah, le micro était resté ouvert. Bravo Serge, c'est rigolo drôle, tout ça. Génial, très drôle. Allez Serge, à demain, merci, À demain, bravo. salut. Où les caddies vont-ils avoir moins d'utilité qu'avant? C'est la Au golf, question. évidemment. Comment? Au golf. Non, pas du tout. Dans les supermarchés. Non. C'est une question de culture générale et d'actualité. Où les caddies vont-ils avoir moins? En Gascogne? Non. Parce qu'il n'y a plus de caddies de Gascogne, il paraît. Non, c'est pas ça? Ça a été supprimé il y a longtemps. Où vont-ils avoir moins d'utilité Est-ce que ça s'écrit avec qu'avant? un K? Pardon? Ça s'écrit avec un K. Ça s'écrit CADI. Les caddies, c'est dans la religion musulmane, sont les prêtres musulmans, je crois. Hein. Les mosquées seront, je sais pas, c'est dans l'administration des mosquées que les caddies auront un rôle moins important. Mais où alors? Dans les mosquées. C'est pas en France, au Maghreb? C'est un pays. Alors c'est en France. À la mosquée de Paris? Non, réfléchissez dans l'actualité quand même là depuis. Dans l'actualité. Mayotte. Bonne réponse de Titoff. Bravo. Ah oui, car à Mayotte, c'était encore sous la loi islamique, et c'était les cadis seuls, c'est-à-dire les autorités religieuses, qui avaient le droit de marier, qui avaient le droit de donner des certificats de naissance, des choses comme ça. Il y a Maintenant, ça devient la polygamie laïque. qui est toujours autorisée et qui va être obligé de... Exactement. Maintenant, ça devient laïque, puisque c'est français, et donc ce sont les fonctionnaires de la République. Depuis peu, ils ont adopté le principe de départementalisation de leur île. Les Mahorais à 61% de participation, 95% des Mahorais ont dit oui pour que Mayotte devienne un département français. Si bien qu'effectivement, il va y avoir désormais des tribunaux français et ce ne sont plus les caddies qui décideront des décisions administratives. Mais ces caddies-là, il faut leur mettre une pièce de 1 euro dans le cul pour qu'ils marchent ou pas? C'était Fabrice Eboué. Vous auriez pu le savoir, ça, Alfonsi, alors. C'est très drôle. Alfonsi, alors vous suivez toute l'actualité, vous. Alors, à part les morts, c'est fini, alors. Hein. Ouais, si, je suis l'actualité, mais alors Attends, mais franchement, des morts, les il y en a caddies, je plein vais vous aussi. dire... Mais alors attends, ceux qui sont polygames, là, ils vont faire comment, là? Ils Ah bah oui, vont, c'est vrai. Tu fais quoi? Tu jettes une de tes femmes? Ouais, c'est vrai ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester polygames ou alors il va falloir qu'ils se débarrassent? Faut choisir. Bon, je Tu tires au sort. J'imagine que c'est pas rétroactif tout ça. Ouais, Quand vous ouais. êtes évidemment marié plusieurs fois, vous gardez toutes Non, vos ça femmes. m'étonnerait quand même. Hein. C'est difficile. Titoff, puisque vous avez l'air en forme, j'ai une autre question pour vous. Ça concerne une Marseillaise. Elle s'appelle Christelle Delaunay. Et pourquoi a-t-elle eu sa photo dans la presse cette semaine, cette Parce qu'elle Marseillaise? est 3e au marathon de Paris, cette dame. Elle a battu le record de France du marathon. Voilà, j'ai pris la voix des bouées pour répondre. Bonne réponse de Fabrice. Merci. J'avais bien la voix des bouées, t'as vu? Alors, fallait le faire. Non, vraiment. Christelle, c'est la première française du marathon de Paris, puisque c'était la 33e édition du marathon de Paris dimanche dernier. Et il y avait beaucoup de monde. Un record de participation. 32 000 coureurs du marathon qui étaient là sur la ligne de départ. Et effectivement, la Marseillaise s'est fait remarquer, Christelle Delaunay. Elle a même quitté son job. Elle est devenue quasiment coureuse professionnelle, en fait, pour se consacrer à la course à pied. Elle a abandonné son métier de kinésithérapeute. Ah bon, elle était kiné avant. Moi, j'aime bien les marathoniennes. Ah oui? Je les vois surtout dans une petite ville à côté de Marseille. L'Huile, ça s'appelle. L'Huile. Il y a rien de mieux que le marathon à l'Huile. Non, mais c'est vrai, c'était très très bien. Tout ça pour ça? toute plaisanterie que On j'avais peut pas le croire. toute plaisanterie Pierre. que j'avais concoctée Oh là pendant que j'étais là. au WC. Oh non, mon Dieu! C'est ça pour. J'ai à peine de la comprendre. Alors. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique.
Qui a regretté que la France n'ait pas saisi au bon l'idée relancée par les Chinois d'une monnaie commune internationale? Raffarin? Non, pas Jean-Pierre Raffarin. C'est Monsieur Hollande. Pas du tout. Si, il l'a dit. Qui a regretté que la France n'ait pas saisi au bon l'idée relancée par les Chinois d'une monnaie commune internationale? Non, pas Français ou pas? C'est un Français. Est-ce que c'est un homme politique? C'est un homme politique. Droite? Un homme politique qui parle plus beaucoup et puis qui là d'un seul coup s'est réveillé. Jacques Delors? Non. De droite? De droite, non. De gauche? De gauche, oui. Jospin? Rocard? Lionel Jospin, bonne réponse d'Isabelle Motro. C'est Lionel Jospin qui a voulu pointer les impasses du G20. De quoi je me mêle? Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Il pointe les impasses. Bon, écoute. Enfin voilà, il a estimé que on n'avait pas assez parlé de la question des fluctuations des monnaies. Et lui, il verrait bien une monnaie commune internationale. C'est vrai que si tous les pays du monde avaient la même monnaie, ce serait génial. Ouais. Et si on se donnait la main aussi, tous. Si on faisait l'amour tous pour ensemble. se piquer des pièces de monnaie. Même la transnine, hein, ça serait bien. La Transylvanie. Ouais, voilà. Transylvanie. Allez, une petite citation avant le livre tout à l'heure, le livre de la semaine, qui a dit « Je suis lente, je mets du temps à vieillir ». Oh, c'est joli. Jenny Longo? Joli. Non. Je suis lente, je mets du temps à vieillir. C'est Juliette Gréco? Non. Un pouls? Un pouls? Comment ça, un pouls? Je suis lente. Au début, c'est une lente. Ah ouais, je fais de l'esprit aussi. Même moi, j'avais pas. Je suis lente à comprendre. T'es fou, toi. Ah oui, je l'ai vu, ça. Attends, je suis lente, je mets du temps à Ça, c'est plus du Francis Blanche, ça. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on est parti. C'est très drôle. Bon. C'est une artiste française. Adjani. Adjani, bonne réponse de Titoff. Et elle l'a dit sur Europe 1. Non, elle l'a dit dans un magazine. Je suis lente, je mets du temps à vieillir. Dans son interview de Journal du Dimanche, elle l'a dit. Voilà, exactement, parce qu'elle expliquait peut-être les raisons de son éternelle jeunesse, j'imagine. Voilà, sans doute. Ah, on dit ça comme ça. Elle était tellement belle dans Ondine. Vous l'aviez vue dans Ondine? Oui, j'avais. Et c'est ce que vous lui aviez proposé, évidemment, à la fin de la pièce. Non, j'avais 12 ans. Ah. Parce qu'on a beaucoup de différence d'âge. On va se gêner avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier sur Europe 1. Titoff, Isabelle Motro, Jérémy Joujou, Michalak, Fabrice Boubou et Boué, Pierre Bénichou et Philippe Alfonsi. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Une odyssée américaine signée Jim Harrison, publiée chez Flammarion. C'est le livre choisi cette semaine. Alfonsi, Bénichou, Isabelle Motro, peut-être même Titoff, puisque je le vois avec le livre en main, non? Pas exagérer peut-être. Non, c'est un accident. Ouais. Je lis. Alors, non, mais le problème, c'est que je lis beaucoup, mais pas les mêmes livres que vous. C'est traduit en tout cas de l'américain par Brice Mathieusan. Ce livre publié chez Flammarion, dont on dit le plus grand bien. Que vaut cette odyssée américaine signée Jim Harrison? Je commence par vous, Isabelle. Alors, c'est très Jim Harrisonien. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve ce que Jim Harrison aime mettre en scène, c'est-à-dire des grands espaces américains, des mecs d'un certain âge qui se retournent un peu sur leur vie, qui ont tendance à biberonner un petit peu plus qu'ils devraient et qui aiment bien coucher à droite à gauche et qui aiment bien aussi avoir des tas de belles réflexions sur la vie tout en murmurant à l'oreille des chevaux. C'est un peu ça, Jim Harrison. Et là, c'est exactement ça, quoi. C'est l'histoire de Cliff qui a plus de 60 ans, qui est quitté par sa femme et qui, à partir de là, va effectivement prendre un peu de recul sur sa vie. Puis surtout, il va voyager au travers des États-Unis, aller comme ça d'un état à l'autre, et évidemment il y a des rencontres, des réflexions comme je le disais tout à l'heure, tout un tas de descriptions de paysages magnifiques, parce que ça il fait ça très bien, Jim Harrison. C'est bien écrit. C'est magnifiquement écrit. C'est une bonne idée de faire, je trouve, une histoire de quelqu'un qui voyage à travers les États-Unis. Alors justement, c'est ça le problème, c'est que oui, non mais ça on s'en fout, parce que les choses qui ont déjà été faites, voilà, tu sais, elles peuvent être refaites. L'histoire du mec qui tombe amoureux de la fille, tu vois, c'est un peu la base de 3 milliards d'œuvres. Certains parlent d'un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour vous, Isabelle? Alors moi personnellement, je ne suis pas très harrisonienne. C'est pas ma came, Jim Harrison. Moi j'aime bien Elle est plutôt Bénichou. J'aime bien Elle est
Bénichiennes. J'aime bien les intrigues, j'aime bien les histoires, j'aime bien les choses comme ça. Et là, effectivement, il y a pas tellement d'intrigues, il y a pas tellement d'histoires. On est plutôt dans le domaine de la réflexion, de la rencontre. Mais peut-être que Philippe Alfonsi, qui doit être très harrisonien, lui. Je suis très harrisonien, c'est vrai que je l'adore. J'adore cet écrivain. Mais je dois dire que je partage l'avis d'Isabelle. J'aimerais qu'un jour, Harrison se remette à nous raconter des histoires comme il le fait si bien. Là, c'est de l'introspection, c'est la visite des États-Unis, c'est bien sûr des descriptions de paysages magnifiques, des remarques très drôles, c'est plein d'humour, c'est plein de baise, c'est plein de bouffe, c'est plein de... Bon, c'est Harrison, quoi, bon, mais... Par rapport à Charles Bukowski. À chaque fois, il non, mais il a pas tort, justement. Oui, bon, attends. Par rapport à Charles, il y a de la baise, il y a de la baisse, il y a de la bouffe. Ouais, mais par rapport à Bukowski, alors. Non, mais c'est pas du tout le même genre, quand même. Ah bon? Pas du tout. Bon, mais alors, tu diras pourquoi. Moi, je trouve que, alors, bien sûr, c'est plein de petites annotations, ça très drôle sur les animaux. Il y a une réplique absolument à mourir de rire. À un moment donné, il apprend que son fils est homosexuel. Il lui répond, moi, je préfère quand même que tu sois gay que républicain. Vous voyez, bon, c'est tout le bouquin est sur ce ton-là. Bon, alors voilà. Moi, ce qui m'a un peu chagriné là-dedans, c'est qu'il fait le portrait d'un démocrate américain de 60 berges aujourd'hui. Eh ben, ça va pas bien dans sa tête, hein, je peux vous dire. Ah oui, ça va pas bien du tout. Ça clapote. Bon, et on s'inquiète un peu sur l'état de santé de l'Amérique quand on lit ça. Bon, mais j'aimerais qu'il me raconte à nouveau une histoire, parce que c'est pas une histoire, hein, c'est simplement une énorme introspection d'un monsieur qui vieillit et qui vieillit peut-être pas très très bien. Voilà. Vous nous donnez pas vraiment envie de le lire, ni l'un ni l'autre. C'est quand même assez pétillant. Alors, Pierre. Alors moi, je suis depuis quelque temps déjà un peu en guerre contre ce snobisme des auteurs américains, tous publiés par Christian Bourgois et par d'autres, qui sont là, dès que c'est américain, c'est bien. Et en plus de ça, cet amour de l'Amérique que seuls les Français peuvent avoir, parce que les Américains n'en ont rien à foutre. Il fait le tour des 50 États, enfin il s'arrête avant, mais il leur donne à chacun un nom nouveau. C'est exactement que quelqu'un vous raconter son voyage en Corrèze, puis son voyage en Bretagne, puis qu'est-ce que c'est bien la Côte d'Azur. Oh mais il faut connaître la Lozère. Bon, donc moi ce livre m'a agacé beaucoup justement parce que ça donne une idée stéréotypée de l'Amérique. L'Amérique c'est autre chose. Justement, le stéréotype de ce type qui est un ancien, il joue sur les deux tableaux. D'ailleurs, son personnage, tel qu'il le décrit lui-même, c'est un ancien prof d'anglais qui est là, puis qui épouse une bonne femme dont le père a une grande ferme. Alors c'est lui qui s'occupe de la ferme. Il est là, c'est-à-dire qu'il est paysan et en même temps c'est un intellectuel. Tout pour plaire à Simone de Beauvoir. Or, oui, c'est vrai. C'est un peu ce rêve de l'Amérique comme ça. Et j'en parlais hier avec des amis qui justement, avec mon ami Philippe Labro, qui connaît bien l'Amérique, qui est de mon avis là-dessus. Alors qu'un gogo comme ce pauvre, comment vous l'appelez déjà, un type assez âgé là. Philippe. Personne ne veut t'aider, je crois. Alfonsi? Philippe Tesson. Vous savez, Philippe Tesson, c'est ça, oui. Alors, Philippe Tesson dit c'est merveilleux, quel voyage on fait, on se décrasse la tête, c'est formidable. Non, on se décrasse pas la tête, on s'encrasse. C'est le nouveau conformisme. C'est vrai, il suffit pas de boire du Ricard pour être Gainsbourg. Marseillais. Il ne suffit pas de prendre la route pour être Kerouac. Il suffit pas de picoler pour être Hemingway. Et je trouve que ce sont des sous-produits de la littérature américaine qui ne marchent que chez nous. Bon, voilà une bonne publicité pour ce livre. Hein. Décidément. Ceux qui ont plutôt aimé nous ont même pas donné envie de le lire. Alors c'est vous dire celui qui a pas aimé du tout. Alors là, franchement, quand on dit je ne suis pas harrisonienne ou être harrisonien, on dit je ne suis pas cartésien ou je suis pas proustien parce que ce sont des auteurs énormes. Mais tu dirais pas je suis pas Traîne-Tombine. Non mais là tu déconnes complètement, Pierre. Tu déconnes complètement. Ce bouquin est peut-être pas le meilleur de Jim Harrison, mais précisément Jim Harrison fait partie des grands auteurs américains. Comment je le préfère avec les d'autres. Des moyens bons auteurs américains. Non, les grands auteurs américains, je les aime beaucoup. En plus. C'est un moyen bon auteur américain qui a fait un livre. Il avait écrit quand même pour qu'on lise. Du même niveau que Philippe Ross. Mais non, mais tu vas ravaler ça tout de suite.
Philippe Roth est un écrivain immense. Mais je sais, je l'adore. Bon, je peux pas aimer davantage un type que Philippe Roth. Si, moi. Mais Jim Harrison a écrit aussi Légende d'automne. Ah oui, Légende d'automne, quand même. Voilà, la route du retour. Peut-être il faut commencer par cela avant cette odyssée américaine. C'est publié chez Flammarion. On reste aux États-Unis avec les Platters. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour, cher ami. Erreur de la banque en votre faveur. C'est le titre d'un film sorti mercredi avec Gérard Lanvin et Jean-Pierre Daroussin, mais aussi Barbara Schultz. Eh ben, ça fait notre bonheur. Ah oui? Ah oui, on se marre bien. Hein. Gérard Lanvin, au meilleur de son talent, est maître d'hôtel dans une grande banque. Forcément, en passant les plats, il écoute la conversation de 3 banquiers qui discutent vente et rachat. Il fait profiter de son expérience son copain Jean-Pierre Daroussin, qui veut, comme lui, avec lui, ouvrir un resto. Alors ils vont faire un petit délit d'initié. Et voilà, c'est la revanche des petits sur les gros. On en adore. Et c'est plutôt réussi, donc. C'est très réussi. C'est très drôle. Jean-Pierre Daroussin, Gérard Lanvin, Barbara Schultz dans Erreur de la banque en votre faveur. Isabelle? Oui, je suis d'accord. C'est très réussi. Lanvin et Daroussin, en fait, ça nous fait penser à ces tandems qui ont émaillé le cinéma. Ça fonctionne vachement bien entre eux. Daroussin, une espèce de mec un peu de gauche, un peu mou comme ça. Et Lanvin veut réussir. Et c'est vraiment, ça fonctionne bien. La mayonnaise prend dès le début et non, ça marche bien. Et ben voilà une nouvelle comédie qui devrait fonctionner. Chérie, le nouveau film de Stephen Frears avec Michel Pfeiffer. Eh ben, chérie, moi j'y allais avec grand amour. Hein. Mon chéri, c'est Stephen Frears, un des plus grands metteurs en scène européens. Hein. Ouais. C'est dans le Paris des années folles. Michel Pfeiffer est une grande horizontale. Comment vous dites, Michel Pfeiffer. C'est une grande horizontale, comme on appelait les grandes courtisanes sur lesquelles passaient tous les grands de ce monde. Elle est si célèbre qu'elle se permet d'avoir un jeune amant, chéri, fils d'une copine de boulot, joué par la géniale Kathy Bates. Alors, Stephen Frears a filmé tout ce qu'il y a de plus beau qui est resté d'époque, comme l'hôtel du Palais à Biarritz et les grands monuments parisiens. Mais chéri est trop jeune, on le marie avec une jeune fille, il se languit de sa vieille maîtresse, qui se languit de lui en comptant ses rides. Mais le temps qui passe est passé aussi sur le livre de Colette dont le film est adapté. C'est mon opinion et je sais que je suis la seule à le partager. Ça m'a un peu barbé. Ah, c'est vrai? Non, moi, ça m'a barbé aussi tout à fait. Hein. Je ne peux pas parler du film, je ne l'ai pas vu. Mais ce résumé que vous faites toutes les deux, de Chéri, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. C'est un chef-d'œuvre absolu. Surtout la fin de Chéri, qui est un autre roman, qui est après. C'est un truc merveilleux. Moi, je l'ai vu jouer au théâtre. Au théâtre, il y a eu une adaptation théâtrale par Popesco et Jean Marais. C'est une des grandes émotions artistiques que j'ai eues dans ma vie. Alors, et Colette est un très très grand écrivain. Non, mais justement, c'est ça le problème, Pierre, c'est que Stephen Frears, il a fait de ce livre qui est quelque chose de complètement bourré d'émotions, de sentiments, de réflexion sur le temps qui passe, sur l'amour, sur plein de choses. Il en a fait une espèce de film comme ça, un peu esthétisant, très très élégant. Alors ça, mais sans, on peut pas croire d'abord à cette histoire d'amour entre ces deux êtres, et vraiment, ça nous tombe des mains, quoi. Alors que le livre, il faut le relire. Le livre de Colette est formidable. Ne me libérez pas, je m'en charge. Ça, c'est un autre film français signé Fabienne Godet avec Michel Vaujour. C'est un documentaire passionnant. Depuis qu'il s'évada de la prison de la Santé dans un hélico piloté par sa femme, Michel Vaujour est ultra célèbre. Eh oui, on se souvient de Vaujour. Ah oui, vraiment. Malgré ses évasions, il a quand même passé 27 ans en prison de haute sécurité, où on peut pas parler. Qu'est-ce qu'il aurait fait de notre copain qui vient de parler? Oh là là. Comment il s'en est sorti? C'est ce qu'il nous dit avec franchise et simplicité. C'est la vérité d'un homme. Il s'explique sans rien regretter. Il ne vit que pour le moment présent. Aujourd'hui, il est libre. Il est sorti il y a 6 ans. Et il parle très bien. C'est un film documentaire réalisé par Fabienne Godet. Ne me libérez pas, je m'en charge. Et bien que ce soit un documentaire, c'est complètement, c'est une vraie histoire pleine de rebondissements, une intrigue étonnante, puisque finalement il se libère de l'intérieur, Vaujour, qui est un type extraordinaire. Un film d'animation japonais, Ponyo sur la falaise. Et
pampans aux anges. Ah oui. C'est tout ce que j'aime, moi. Ah oui. Tout ce que j'aime. Si bien qu'en suivant les aventures de Pogno, le petit poisson Ça se rouge, passe, excusez-moi. qui veut devenir une jeune fille, une petite fille avec bras, jambes et cœur, j'ai oublié que c'était un dessin animé. Et j'ai marché pour eux, pour le petit garçon qui la découvre coincé dans un pot de confiture. Sosuke, il s'appelle. Il la découvre, il la libère de son pot de confiture. Est-ce qu'il va la sauver? Est-ce qu'il va la protéger? Oui, bien sûr, c'est ravissant. C'est une histoire d'amour. J'ai pensé à la chanson Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre? C'est très joli. Pogno sur la falaise. C'est vrai que le titre est pas... Non, le titre Pogno, on a l'impression le titre est complètement nul. Hein. Ils auraient dû le traduire par autre chose. C'est branlé, t'as trop tard. Comment ça va, Pogno? Ça va, toi? Arrête, ça rend sourd. C'est vrai que Pogno, c'est pas... non, ils auraient pu trouver un truc un peu plus... oui, bien sûr. Villa Amalia, film de Benoît Jacot avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade. Eh ben, je vais pas être d'accord avec Isabelle, la mienne, là. Ah, pourquoi? Oh là là, bon. Tout le long du film, Isabelle Huppert a l'air de s'ennuyer, mission accomplie. Même Jean-Hugues Anglade, son ex-compagnon, n'en revient pas. Et moi, je suis restée sur le cul. Villa alors Amalia. moi, je trouve que Monique est sévère pour ce film, qui raconte quand même l'histoire d'une femme qui effectivement va tout quitter pour partir avec, je sais pas, elle doit avoir un peu d'argent et voilà, elle a une robe, un sac, une paire de chaussures et elle va faire le sud, elle va marcher jusqu'à ce qu'elle rencontre cette Villa Amalia dont elle tombe amoureuse. Il faut dire que c'est magnifique. Et puis voilà, elle va se reconstruire là-dedans. Alors effectivement, c'est un film assez prise de tête, hein, Et pour c'est quoi l'histoire? résumer. Et l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'histoire de cette femme qui part très malheureuse et qui va essayer de se reconstruire de l'intérieur. Mais moi, j'ai été assez envoûtée quand même par le charme de ce film-là, et je trouve que Jean-Hugues Anglade, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au cinéma, est vraiment très réussi. Si on veut Dans son voir personnage, on peut l'inviter à prendre un café, par exemple. Non, mais moi je trouve Monique sévère. Je trouve qu'il y a un charme dans ce film. Je me trouve juste, mais je suis toute seule à penser ça. Je l'ai pas vu, mais pareil qu'il y a des scènes d'action. On les cherche encore. Villa Amalia. Bon, je pense qu'il faut retenir avant tout Erreur de la banque en votre faveur. oui. Une comédie qui plaira à la famille entière. De même d'ailleurs que le dessin d'animation Pogno sur la falaise. Sans oublier, pour ceux qui sont intéressés par ce documentaire, Ne me libérez pas, je m'en charge, l'histoire de Michel Vaujour. Ça va comme résumé, ça, Monique? Bravo, vous êtes de mieux en mieux. Si vous voulez aller jusqu'à Dijon, les fauves hongrois, ça n'a rien à voir avec du cirque, hein. C'est de la peinture, la leçon de Les Matisse. fauves hongrois, c'est la famille de Sarko, ça. C'est jusqu'au 15 juin à Dijon, au musée des Beaux-Arts de Dijon, au théâtre. À Dijon, quoi. Au théâtre Tristan Bernard. Je vous conseille L'Ingénu, d'après Voltaire, adapté par Jean Cosmos, mise en scène par Arnaud Denis et toute une troupe. Il paraît que c'est très réussi. L'Ingénu au théâtre Tristan Bernard. Voilà pour aujourd'hui. S'il y a des gens qui viennent de province, peut-être un petit conseil pour Bien sûr, hein, comme le chaque long semaine. week-end de le Pâques. week-end de Pâques. Tous les auditeurs savent qu'en général, je fais un gros travail d'investigation. Là, je dois reconnaître que j'ai découvert un monument un peu par hasard. En fait, c'est l'entrée. Et souvent, c'est en fer forgé vert. Et des escaliers, on descend. Et après, ça fait un peu comme un petit train sous la terre. Et tu rentres dans un endroit et tu peux ressortir de l'autre côté de Paris. Je trouve ça extraordinaire. Il y a des mannequins. On dirait des vrais êtres humains, sauf qu'ils sourient pas beaucoup, ils parlent pas. Je le recommande fortement. C'est pas mal. Métro, ça s'appelle, je crois. Au petit conseil de sortie pour le week-end, on se retrouve demain vendredi pour les meilleurs moments de l'émission. Bon week-end Pascal, mais les autres aussi. Voilà, ok, c'est noté, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.